Bonjour, hier je vous ai donc posé trois questions relatives à l'algorithme que je venais de vous présenter. J'ai donc donné un algorithme dont la complexité dans le pire des cas en temps et en espace est quadratique par rapport à la taille de l'entrée, donc en grand O de n carré. Et je vous ai posé le problème suivant. Si j'imagine qu'en entrée je me donne une séquence d'ADN de 50 millions de bases azotées, je vais poser une première question qui était quel est l'espace mémoire qu'allait prendre cette séquence si je ne la compressais pas. Ensuite, deuxième question, de combien d'espace mémoire l'algorithme aurait besoin dans le pire des cas pour énumérer tous les facteurs fréquents. Et enfin, troisième question, en imaginant qu'on a un ordinateur 2,5 GHz, combien de temps environ prendrait ce calcul? Donc première question, qui était vraiment toute bête, si j'ai une séquence d'ADN de 50 millions de bases azotées et que je ne la compresse pas, eh bien en mémoire, ça va donc me prendre 50 mégaoctets, soit 5 fois 10 puissance 7 octets. Voilà, donc on garde cette valeur en tête. L'entrée fait 5 fois 10 puissance 7 octets. On imagine maintenant qu'on exécute notre algorithme dessus et que le pire des cas se réalise. Dans ce cas-là, de combien d'espace mémoire est-ce que je vais avoir besoin pour que l'algorithme tourne? La complexité dans le pire des cas, que ce soit en temps ou en espace, est du grand O de n carré. Ce qui signifie que dans le pire des cas, on a besoin de environ 5 fois 10 puissance 7 au carré, ce qui correspond à 25 fois 10 puissance 14 octets. Et 25 fois 10 puissance 14 octets, ça nous donne donc environ 2500 téraoctets. Donc je dis environ, il faut bien faire attention parce que là on est sur des notions de complexité, donc bien sûr on est toujours à constante près, mais ça vous donne une idée de l'ordre de grandeur, c'est que là on est dans des milliers de téraoctets. Il faut bien imaginer que les questions qu'on se pose là avec cet algorithme, c'est des questions que les biologistes se posaient déjà dans les années 60, et que des milliers de téraoctets, même en réunissant tous les ordinateurs du monde dans les années 60, c'était pas gérable. On ne pouvait pas avoir autant d'espace mémoire. Donc le côté espace mémoire était prohibitif. Maintenant, dernière question. Donc mon entrée fait toujours 5 fois 10 puissance 7 octets. Le carré fait 25 fois 10 puissance 14. Si j'imagine que j'ai un ordinateur 2,5 GHz, eh bien, combien de temps va durer ce calcul à peu près, quoi? Dans le pire des cas, l'algorithme va donc effectuer 25 fois 10 puissance 14 opérations. Notre ordinateur, lui, peut effectuer 2,5 fois 10 puissance 9, donc 2,5 milliards d'opérations à la seconde, avec une faute à seconde. Eh bien, je vais tout simplement diviser par le nombre d'opérations que je suis capable de faire à la seconde. Dans le pire des cas, je vais donc avoir besoin de environ, encore une fois, on est à constante près, 1 million de secondes pour effectuer le calcul, ce qui signifie que je vais avoir besoin d'environ 11 jours et demi pour effectuer mon calcul. Alors pour des chercheurs, il faut savoir que 11 jours, c'est pas nécessairement prohibitif. On peut être amené des fois, quand on se pose des questions assez complexes, de mener des calculs pendant plusieurs semaines. C'est acceptable. En revanche, c'est quand même pas idéal, sachant que là c'est un ordre de grandeur, donc on pourrait multiplier par une constante. Si ça se trouve la constante est inférieure à 1, dans ce cas-là ça prendra moins de 11 jours. Mais si ça se trouve cette constante est supérieure à 1, et dans ce cas-là ça prendra encore plus de temps. Donc c'est pas un ordre de grandeur qui nous plaît beaucoup sur un ordinateur aussi puissant que le calcul soit aussi long. Sachant que, en plus je le répète, mais il existe des séquences d'ADN qui sont beaucoup plus longues que 50 millions de bases. On peut monter à 250 millions de bases, et là je vous laisse refaire le calcul, mais ce sera encore plus élevé. Donc, si je résume, j'ai un algorithme qui est quadratique en temps et en espace. En revanche, ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, c'est que quelle que soit la valeur S, c'est-à-dire le seuil que je fixe pour l'algorithme, le coût en temps et en espace ne va pas varier. Je peux faire varier S, le coût en temps et en espace ne varie pas. Seule la taille de la sortie varie. Et ça, c'est quelque chose de propre aux algorithmes de fouille de données. Quand on tente d'énumérer des solutions, ce qu'on va vouloir faire, c'est obtenir des algorithmes dont la complexité va dépendre non pas uniquement de la taille de l'entrée, mais également de la taille de la sortie. Le premier algorithme naïf que je vous ai proposé, c'est un algorithme qui n'essaye que de faire
bien les choses en fonction de la taille de l'entrée. Effectivement, si je fixe S égale 1, de toute façon, le nombre de facteurs fréquences, c'est exactement le nombre de facteurs. Donc d'une certaine manière, il n'y a pas de gâchis de la part de l'algorithme sur le coût en temps et en espace, puisque de toute façon, je dois produire toutes ces solutions. Donc, je dois produire exactement autant de solutions que je vais créer d'états dans mon try. Donc d'une certaine manière, si S égale 1, il n'y a pas de gâchis. Mais à partir du moment où je vais augmenter S, je vais réduire le nombre de solutions, la sortie va largement se réduire. Et ce qu'on aimerait, c'est donc obtenir des algorithmes dont la complexité va dépendre de la taille de la sortie. Je reviendrai sur ce point dans d'autres vidéos. Dans la prochaine vidéo, je vais donc commencer à introduire des concepts qui sont utiles en fouille de données de manière générale, pas seulement sur du texte, qui est la notion d'ordre partiel, de prédicat sur des ordres partiels. Et une fois que j'aurai introduit ces notions, je pourrai retenter de faire des algorithmes efficaces.